13h a sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, lancement des travaux d'aménagement et de bitumage des routes Ketu-Idigny, Igboja, Saveh et Saveh-Okeowo, frontière de Nigeria. Un exercice auquel s'est attelé ce mardi le ministre en charge des infrastructures et des transports. Ils ont pris une place importante dans la vie des hommes, en particulier les jeunes. Ils expriment des humeurs et remplacent parfois toute une phrase. Il s'agit des emojis au cœur de cette journée de mercredi. Dans cette édition, vous suivrez les conséquences de l'utilisation des emojis sur l'écriture de ceux qui en font usage. Et puis, des secouristes cherchent des survivants dans les décombres après l'effondrement d'un logement de 3 étages dans le centre du Nigeria qui a fait 13 morts suite à des pluies torrentielles. Merci de votre fidélité à Eden Télévision. Triste nouvelle pour ouvrir ce journal. L'ancien ministre du Développement de l'ancien président Boni Yayi, Marcel de Souza, frère aîné de Chantal Yayi, est décédé ce mardi 17 juillet. Originaire de Ouida, il est aussi le neveu de feu Monseigneur Isidore de Souza, ancien archevêque de Cotonou. Ancien président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza a tiré sa révérence à Paris des suites d'un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, mercredi 17 juillet 2019, les emojis retiennent l'attention dans le monde, jouant désormais un rôle très important dans la rédaction des messages sur les différents réseaux sociaux. On s'interroge sur les conséquences de l'utilisation de ces petits bonhommes et dessins qui expriment des émotions, voire toute une pensée sur ces utilisateurs. Réponse dans ce reportage de Roland Toneikes, Fontenelle Ressou et de Fiacre Voitan. Les petits bonhommes à tête jaune et grand sourire que l'on appelle communément les emojis, intégrés dans les smartphones, font partie du quotidien de plusieurs jeunes aujourd'hui. Ils permettent de traduire un état d'âme. L'emoji exprime un sentiment, une expression faciale sous forme de visage, un animal, un objet ou encore un concept. C'est beaucoup plus rapide de dire à quelqu'un que ton message lui est approuvé, que c'est un message qui fait rire. La même chose, ça permet de dire à la personne que ton message n'est pas le bienvenu, ainsi de suite. Ça permet de peu écrire et de s'exprimer de façon ponctuelle et rapide. La jeune génération ne mesure cependant pas les impacts qui pèsent sur l'utilisation de ces emojis de façon fréquente et en particulier sur l'écriture. On a comme le sentiment que la jeunesse échappe en réalité à l'écrit, au vocabulaire nécessaire qu'on doit exprimer. Et les mots, on ne sait plus vraiment écrire les mots. Les mots qu'on devait écrire, on oublie. On commet exagérément des fautes. Si on devrait faire une étude à long terme, on va voir que plus les jeunes vont utiliser des stickers, on va moins trouver des écrivains dans ces groupes de jeunes-là. Donc, la conséquence, ce n'est pas forcément aujourd'hui, mais dans les années à venir, ça va impacter sur la manière d'écrire des jeunes. Ça va faire tache dure. Donc, il faut très peu utiliser les stickers. Il faut écrire, il faut lire aussi. Des fois, on ne finit pas à lire le message, on met les stickers. Des fois, c'est à la fin ou bien vers la fin que vous allez comprendre le message que la personne transmet. Et vous mettez des stickers. Celui qui suit aussi va mettre des stickers et finalement, vous n'allez pas vous comprendre. En utilisant trop ces symboles pour pouvoir répondre à... Moi, personnellement, là où je suis ici, je déteste ça. Parce que plus tu utilises des choses ou l'abréviation, ces genre de choses vraiment à un niveau donné, le jour que tu vas vouloir écrire le mot, même tu seras incapable. L'usage des emojis nécessite toutefois un minimum de complicité entre l'émetteur et le destinataire. Lorsqu'on ne connaît pas son interlocuteur, mieux vaut se garder de cet usage et préférer s'exprimer en écrivant correctement les mots, car opter pour les emojis contribue à oublier de manière progressive les subtilités de l'orthographe, de la grammaire ou du vocabulaire.
Le ministre en charge des infrastructures et des transports a procédé hier mardi au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage des routes Kétou-Idigny, Igbodja-Savè et Savè-Okeowo, frontière du Nigeria. Le financement brésilien est de 105 milliards de francs CFA. On retrouve Amen Didier Nkwenouji et Romaric Devoshi pour le reportage. C'est l'entreprise brésilienne Consorcio Construtora de Estradas, CCE, qui se chargera des travaux de bitumage de cette infrastructure routière entre Kétou et Savè, longue de 85 km 800, avec des bretelles Omuiladi, Mosugabe, Ayekotonia, 26 km, et Savè-Okeowo, 27 km 500. Une grande réalisation routière qui, une fois achevée, va desservir le sud et le centre via le septentrion. Le maire de Kétou et le préfet du plateau n'ont pas manqué de souligner l'importance de cet axe routier. La réalisation de cette route permettra de désenclaver les populations situées tout au long de ce tronçon jusqu'à la frontière du Nigeria et à Savè. Le directeur des infrastructures viendra mettre l'accent sur les dimensions et les caractéristiques de cette route. Une chaussée de 7 mètres de large, constituée de 2 voies de 3,50 m chacune. Et puis, dans les agglomérations de Kétou et de Savè, nous aurons une structure en 2 fois 2 voies. L'ambassadeur du Brésil près le Bénin ne manquera pas de souligner le renforcement de la coopération entre nos deux pays à partir de cette infrastructure routière dont le financement est brésilien, soit 105 milliards de francs CFA, dont 5 milliards de contributions béninoises. Je me réjouis donc d'être parmi vous en cette circonstance pour célébrer un événement qui va certainement contribuer à renforcer davantage les relations entre le Brésil et le Bénin. Le ministre en charge des infrastructures et des transports, Alassane Seydou, prenant la parole, va reconnaître la valeur commerciale de cette infrastructure routière. Les routes Kétou, Idigny, Igbodja, Savè, 85,8 km. Omu, Iladi, Mosugabe, Aye, Kotonia, 26,6 km. Et Savè-Okeowo, frontière Nigeria, 27,5 km, constitue un maillon très important du réseau routier national et pour les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. L'autorité ministérielle rassure l'entreprise brésilienne de la disponibilité de notre pays, le Bénin, et surtout des populations à leur faciliter la tâche pour une réalisation concrète de cette infrastructure routière. Je puis rassurer l'entreprise de tout le soutien du gouvernement et des autorités locales pour que son expertise conduise à la réalisation d'une infrastructure de qualité conforme aux prescriptions du cahier des charges. La pose de pierre de lancement de cette infrastructure viendra achever cette cérémonie et permettra à l'entreprise brésilienne de disposer d'environ 3 ans pour achever cette infrastructure routière. Éducation, les épreuves écrites de la session de remplacement du baccalauréat session de juin 2019 ont démarré ce lundi 15 juillet 2019 au centre de composition du CEG Sainte-Rita. Fontenelle-Ressou et Fiacre-Voitan sont allés faire le constat. Voici leur reportage. Pendant que se déroulaient les épreuves physiques et sportives au profit des candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2019, les épreuves écrites de la session de remplacement ont été lancées au CEG Sainte-Rita de Cotonou. Le chef centre nous donne ici des précisions sur cet examen. Depuis le lundi matin, à 7 h déjà, les surveillants de salle ont commencé par venir au centre. Quelques minutes après, la plupart des candidats étaient également là, avec l'équipe de la supervision de la DOB qui a en sa tête le directeur de l'office du baccalauréat, M. Da Silva. Nous avions fait le lancement à 8 h 00 avec l'épreuve de la composition française. Avec les statistiques, on a remarqué que sur les 87 qu'on devrait attendre,
on a eu 57, donc 30 absents. Et dans la journée, il y a eu un qui a abandonné suite à des malaises. Donc à peu près, ce sont les statistiques encore à ce matin. On n'a pas remarqué d'abandon dans les salles, mais tout se déroule comme prévu. Pour le moment, aucun incident majeur à signaler, sauf un cas d'abandon en pleine composition. Le cas d'abandon qui a piqué une crise dans la salle, on l'a amené vers l'infirmerie du collège. On a pu la réanimer, on a fait appel à ses parents. Je pense qu'elle doit être déjà à Parakou ce matin. Il faut noter que la session de remplacement s'achève le 18 juillet 2019. La réunion de concertation entre le chef du gouvernement et les partis politiques en attente du certificat de conformité a été effective ce lundi au palais de la Marina. La majorité des partis invités, à l'instar de l'UDBN et du PCB, ont effectué le déplacement. Seul restauré l'espoir de Candide Azanaï était absent. Que pensent les citoyens béninois de cette rencontre? Ils répondent ici au micro de Fiacre Voitan. Je dois m'estimer un peu heureux parce que pour une fois, la classe politique s'est assagie et a décidé d'aller au moins en nombre voir le président de la République. Quoi qu'en soit ce qu'ils sont en train de reprocher au monsieur, il faut qu'ils reconnaissent quand même que c'est un président. Tout le pouvoir lui appartient. C'est à eux maintenant de le manager pour quand même avoir une portion de ce qu'ils entendent obtenir de lui. Mais aller au forcing, c'est ça qui ne me plaît pas du tout. Tout se négocie dans la vie. Tout se négocie. On a vu des présidents passer. C'est une bonne chose qu'il les a invités, pourvu qu'ils se comprennent entre eux et que le pays avance. Le dialogue politique entre le président de la République et les opposants ne date pas d'aujourd'hui. On attend de voir quelle suite le chef de l'État va donner à cette concertation. Ce n'est qu'après cela que nous saurons si nous sommes sur la bonne piste ou pas. Il est important que des initiatives soient prises de part et d'autre, car ce statu quo n'arrange personne. Ce dont il s'agit, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est le développement du Bénin. Actualité en dehors du Bénin, 13 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un logement de 3 étages après des pluies torrentielles dans le centre du Nigeria, ont annoncé les secours mardi. Les opérations de secours ont continué toute la nuit pour fouiller les décombres après la destruction du bâtiment lundi dans la ville de Jos. Les corps de 13 personnes ont été retrouvés tandis que 7 survivants sont soignés à l'hôpital, a affirmé à l'AFP un responsable de la Croix-Rouge sur place. On écoute. J'étais dans le magasin comme mon père quand tout à coup, on a vu l'immeuble s'effondrer. Je me suis levé et j'ai essayé de courir. Je suis tombé, je ne pouvais plus bouger mes jambes. Ce qui est arrivé à nos voisins et à nos proches est affligeant. La maison dans laquelle ils vivaient s'est effondrée et des habitants ont été tués et blessés. Chute des investissements, suppression d'emplois, hausse de prix des carburants et de l'électricité. Dans un climat économique fragile, l'industrie sud-africaine craint le pire de la nouvelle taxe carbone malgré son montant extrêmement faible. En dépit de la forte résistance des gros émetteurs du CO2, l'Afrique du Sud, 14e pollueur au monde selon Greenpeace, est devenu le 1er juin le premier pays du continent a introduit une taxe carbone entièrement à la charge des entreprises. Suivez plutôt. Je pense que l'enjeu d'une transition juste est important. En particulier, les travailleurs à faible revenu ou ceux qui travaillent dans les mines de charbon. Ils ne devraient pas porter le poids des politiques contre le changement climatique. Cette charge doit être partagée. Nous employons environ 400 personnes. Si la taxe carbone arrive à un niveau où on n'a pas les moyens, il n'y a pas d'autre moyen de réduire nos émissions. Nous serons tout simplement forcés de fermer notre usine. Et ça voudrait dire la perte de 400 emplois. And that will mean the loss of around 400 jobs.
Dans la situation actuelle, pour les 3 prochaines années, on aura une taxe qui envoie un signal, mais qui ne contribuera pas vraiment à réduire les émissions. C'est ce qui nous inquiète. Et quand on regarde le délai qu'on a, on a l'impression que ce sont 3 ans de perdu. On ne peut pas vraiment se le permettre. Pour un producteur local, la question apparaît quand la taxe carbone devient trop élevée. Plus est-ce que j'importe ou est-ce que je produis plus? Si le coût de production est trop élevé avec la taxe carbone, je ne vais pas produire, je préférerai importer. Nous voulons que le gouvernement et les industriels se concentrent sur le réchauffement climatique et comment y faire face. Mais nous voulons un plan de transition juste qui reformera les travailleurs affectés, leur trouvera de nouvelles opportunités économiques et aidera à créer de nouvelles industries écologiquement durables comme le recyclage de l'eau, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les terres agricoles. Des équipes de l'Organisation mondiale de la santé OMS vaccinent des personnes qui ont été en contact avec le premier cas d'Ebola enregistré à Goma, en République démocratique du Congo, décédé lors de son transfert vers l'agglomération de Butembo. D'écouter qu'on vient d'amener les vaccins, nous aussi, il faut qu'on parte prendre les vaccins, qu'on soit vaccinés. Donc, hier, officiellement, on a commencé la vaccination dans la communauté autour de ce cas. Et on a eu pas mal de contacts à OSK et leur famille. Donc, jusque-là, jusqu'à maintenant, là, on est à plus de 150 personnes vaccinées. C'est le même vaccin actuellement, depuis la Guinée, l'Afrique de l'Ouest, de l'Équateur, Mbandaka, Beni, Butembo. C'est le même vaccin qu'on est en train d'utiliser ici, qui a déjà fait ses preuves. Donc, on n'a pas changé de méthode. Les forêts en Islande sont si rares ou si jeunes que selon une plaisanterie connue de tous, il suffit aux promeneurs perdus au milieu des bois de se mettre debout pour se repérer. Autrefois peuplée de forêts, depuis rasée par l'arrivée des Vikings, l'île se lance aujourd'hui dans un nouveau plan de reboisement sans précédent au nom de la biodiversité et du climat. Reportage. Connue pour ses paysages lunaires plus que pour ses forêts, l'Islande est le pays le moins boisé d'Europe. Des projets sont en cours pour reboiser l'île menacée par l'érosion. À Hafnarsandur, dans le sud-ouest du pays, 6000 hectares de sable noir et de basalte commencent à accueillir de jeunes arbres pour lutter contre les tempêtes et stimuler la biodiversité. C'est l'un des pires exemples d'érosion du sol en Islande à basse altitude. Ici, à Hafnarsandur, nous prévoyons un reboisement pour stabiliser le sol et protéger la ville voisine. Au IXe siècle, l'Islande était peuplée de bouleaux faisant rempart contre les tempêtes. Dès leur arrivée, les Vikings ont rasé les forêts pour en faire des pâtures et du bois, ils en ont fait des habitations. Mais depuis la seconde moitié du XXe siècle, les Islandais tentent d'inverser le cours des choses. Une tâche difficile dans un milieu où les arbres poussent plus lentement qu'ailleurs. Ce qui a principalement nui à la croissance des forêts ici, ce sont les températures basses et la fraîcheur des étés. Mais nous nous rendons compte que cela évolue à cause du changement climatique, à cause du réchauffement planétaire. Pour faciliter l'élimination du carbone dans l'air, l'Islande cherche à diversifier ses forêts naissantes. Des dizaines de pépinières comme celle-ci, à une centaine de kilomètres de la capitale Reykjavik, font pousser différentes variétés d'arbres. Jusqu'à 900 000 jeunes peupliers et pins y sont cultivés chaque année. Le pin et l'épicéa sont aussi issus de graines islandaises. À l'origine, ils viennent d'Alaska. Mais nous avons maintenant des arbres de 30, 40, 50 ans, donnant des graines que nous collectons et que nous utilisons pour la production de plants. L'Islande a fait du reboisement une priorité dans la lutte contre le dérèglement climatique. Elle veut réduire de 40% d'ici à 2030 ses émissions nettes de gaz à effet de serre pour respecter l'accord de Paris. Un travail de longue haleine, car pour l'heure, seul 0,5% de l'île est boisée.
Fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain.